Donc, bienvenue une fois de plus au Cercle Paul Vendôme pour cette première conférence de la saison. Nous recevons ce soir Claude Cholet et Jean-Yves Le Gallou. Alain Lefebvre parlera après moi pour vous les présenter si vous ne les connaissez déjà pas, si vous ne les connaissez pas déjà. Qu'aurais-je à vous dire? La prochaine conférence, la date malheureusement a été reportée. Nous devions recevoir le 27 octobre Philippe de Villiers. Malheureusement, du fait du Covid, il a reporté sa venue. Mais a priori, il est quasi certain qu'il viendra. Donc nous vous le ferons savoir très bientôt. Deuxième chose, nous envisageons un certain nombre d'événements qui ne sont pas encore définis, sous forme peut-être de dîner-débat dans des formats peut-être un peu moins importants, mais on fera circuler l'information dès que nous serons d'accord sur le thème dans les semaines qui viennent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour les membres, soyez à jour de vos cotisations, bien sûr. Et je laisse la parole à Alain Lefebvre. Ah oui, dernière chose. Notre amie collaboratrice Tatiana Hachimi, ici présente, a lancé ce qu'on appelle un webzine qui s'appelle B-Mag, b-mag, consultable évidemment sur Internet, b-mag.news, que je vous invite à lire attentivement. Voilà. Je passe la parole à Alain. Merci Jean-François. Alors, juste deux mots sur nos orateurs, enfin, sur l'intervieweur et l'interviewé. Bon, je connais ces jeunes gens depuis un certain temps déjà, ces anciens jeunes gens, on va dire. Alors, l'intervieweur Claude Cholet. Claude Cholet a un DESS de sciences politiques, ce qui justifie qu'il s'exprime de façon aussi autoritaire et pertinente. Il a été le président du GRES. Et puis il a fait partie du premier cercle de l'Iliade. Enfin, il fait partie du premier cercle de l'Iliade qui a constitué cette belle association il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Et puis il est surtout, et d'abord, le président et le fondateur de l'Observatoire du journalisme, qui est un think tank qui est surtout un site d'information qui informe sur ceux qui nous informent. Et c'est important de savoir qui parle, parce que généralement, les gens qui nous informent sont pas forcément rigoureusement conformes à ce qu'on en attendrait, et qui ne sont pas spécialement... On va te passer le micro. Voilà. Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou est énarque, nul n'est parfait. Il est d'abord l'un des fondateurs du Club de l'Horloge, il y a maintenant un grand nombre d'années. Il est le patron de Polémia, et Polémia est un think tank politiquement incorrect. C'est en tout cas comme ça qu'il le définit. Et puis, il est le cofondateur, ils étaient 4, le cofondateur de l'Iliade. C'est à ce titre qu'il va s'exprimer et répondre aux questions de Claude Cholet ce soir. Et puis, il diffuse, enfin, il anime sur TVL, que vous connaissez tous, sur TVL, une émission qui s'appelle Immédiat, et qui est une émission de critique, ou en tout cas de redéfinition de l'information telle qu'elle nous est délivrée régulièrement. Voilà. Donc je laisse la parole à Claude qui va interviewer Jean-Yves Le Gallou. Bien, merci Alain. Tout le monde m'entend, y compris au fond. Oui, y compris au fond. Je vois que Pierre-Édouard m'entend. Bonsoir à tous. Merci. Alors, Victorien, Alain, Jean-François, Olivier, Tatiana, Michel et au cercle Paul Vendôme de nous accueillir ce soir. Alors cette salle fait un peu théâtrale. C'est vrai qu'avec les mesures du Covid, là vous êtes tous un peu séparés les uns des autres. Ça fait un peu bizarre. Donc ce soir je vais jouer le Monsieur Loyal. Parce que c'est moi qui posais des questions à Jean-Yves Le Gallou, que je connais depuis déjà quelques temps, mais pour le débat, nous allons nous vous soyez, alors qu'on se tutoie dans la vie, et je ne serai pas un monsieur loyal entièrement complaisant. Vous le verrez pour l'intérêt du débat. En gros, on va parler 40 minutes de questions-réponses, et après, les questions les plus intéressantes, bien entendu, ce seront les vôtres. Alors, Jean-Yves Le Gallou.
Comment, alors l'Iliade, c'est marqué là-bas, Iliade, oui, Club des 100, tout ça. Comment placez-vous l'Iliade dans le débat politique général européen et dans l'évolution générale de l'Europe? Alors l'Iliade, l'Europe, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, c'est pas trop fort? Non? Bon. Je crois qu'il faut d'abord partir de la situation de l'Europe, non pas de l'Union européenne, qui même à Bruxelles ne présente qu'un intérêt limité, mais de la situation de l'ensemble des peuples européens. La situation de l'ensemble des peuples européens, elle se caractérise par un mot, un concept, c'est le grand remplacement. C'est-à-dire qu'il y a à peu près dans tous les pays européens un remplacement progressif de la population par des gens venus d'ailleurs, venus d'une autre civilisation, venus d'autres civilisations. Alors c'est particulièrement vrai en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Italie aussi, en Espagne maintenant, un peu moins dans d'autres pays. C'est vrai aussi en Scandinavie, un peu moins au Danemark, mais énormément en Suède. Tous les pays européens subissent un processus de grand remplacement, c'est-à-dire une arrivée massive, et sans contrôle de population venue d'ailleurs, un départ d'une partie des populations européennes, parce qu'il y a un certain exode européen, un certain exil, et puis des différentiels démographiques entre les populations venues d'ailleurs et les populations arrivant. Alors, ce grand remplacement, selon la formule de l'écrivain Renaud Camus, ce grand remplacement s'explique et n'est possible que parce qu'il y a ce que nous appelons, ce que nous pouvons appeler le grand effacement. C'est-à-dire le grand effacement de l'histoire, de la mémoire européenne, qui soit ne sont plus transmises aux jeunes générations, soit font l'objet d'une déformation, d'une culpabilisation. Et on ne parle au fond aujourd'hui, on nie l'histoire des peuples européens, sauf pour rappeler les crimes de la Seconde Guerre mondiale ou les travers de la colonisation et de l'esclavage. Ce qui est d'ailleurs assez instructif, c'est de voir qu'un pays comme la Suisse, qui n'a jamais eu de colonie, qui n'a jamais pratiqué l'esclavage et qui a échappé à la Seconde Guerre mondiale est quand même culpabilisé comme les autres. Voilà. Et donc, il y a le grand remplacement rendu possible par ce grand effacement et cette grande culpabilisation. Alors, la position de l'Iliade en face de cela, eh bien, c'est le grand ressourcement. Le grand ressourcement, puisque l'Institut Iliade, c'est son premier terme qui le définissait, mais c'est pas un acronyme, c'est l'Institut pour la longue mémoire européenne. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut que les Européens reprennent conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont plutôt, reprennent conscience de leur héritage culturel, de leur héritage civilisationnel, de la responsabilité qu'ils ont de le transmettre à ceux qui leur succéderont, et qu'à partir du moment où il y aura ce grand ressourcement, eh bien, il sera possible de prendre les mesures politiques qui permettent d'arrêter le grand remplacement. Donc, nous sommes tout à fait en amont de la production politique, avec le fait que vous savez que les eaux coulent de l'amont vers l'aval, mais qu'il faut parfois un certain temps. Mais notre objectif et un de nos objectifs est de développer une vision du monde qui permet aux Européens de rester
eux-mêmes et de transmettre ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Et quelles sont les origines de l'Iliade? Vous existez depuis combien de temps? Alors, l'origine de l'Iliade c'est une date extrêmement forte, extrêmement symbolique. Il y a deux dates, mais je vais d'abord commencer par la seconde. L'Iliade a été fondée le 20 juin, la veille du solstice d'été 2014, au sommet de l'Olympe, parce que évidemment la Grèce, la culture grecque, la philosophie grecque, la mythologie grecque, ça reste essentiel pour comprendre la civilisation européenne. Donc l'Iliade a été fondée le 20 juin 2014 au sommet de l'Olympe, mais l'acte qui a précédé la fondation, c'est le geste sacrificiel de Dominique Vénère le 21 mai 2013, puisque Dominique Vénère avait demandé à ceux qui sont devenus ensuite les fondateurs de l'Institut Iliade de créer effectivement un institut de formation. Avec quelle était son idée? Dominique Vénère était extrêmement préoccupé de la situation des Européens, qu'il estimait entrer en dormition, mais son opinion était aussi que tant qu'il resterait des Européens, des hommes et des femmes de sang européen, mais surtout de culture européenne, qui connaîtraient leur culture, l'histoire de leur passé, l'histoire de leur civilisation, eh bien au fond, les Européens pourraient repartir. Donc son idée était en quelque sorte un pessimisme actif, pessimisme par rapport à l'évolution d'une situation effectivement extrêmement préoccupante, mais optimiste, puisque pensant qu'à partir du moment où il y aurait des Européens conscients d'eux-mêmes, conscients de leur héritage, conscients de leur civilisation, eh bien au fond, la civilisation européenne pourrait repartir. Et donc, pour contribuer à cela, il souhaitait que nous créions, quand je dis nous, je pense à Bernard Lugan, à Philippe Conrad, à moi-même, ainsi qu'à Fabrice Sade, que nous créons ce qui est devenu l'Institut Iliade. C'est son idée à l'origine. Après, eh bien, c'est devenu ce que les fondateurs, les cofondateurs et le premier cercle en ont fait, puis tous ceux qui participent. C'est un mouvement encore en cours de construction. L'acte sacrificiel de Dominique Vénère à Notre-Dame a pu mettre mal à l'aise certains catholiques. Est-ce qu'on pourrait pas voir là une sorte de sacrilège? Certains ont pu interpréter cela. Je crois que c'était pas du tout cela l'esprit. L'esprit, c'était un haut lieu de notre civilisation, puisque c'est un lieu sacré depuis la plus haute antiquité, et c'est le lieu où a été construit l'une des premières et des plus belles cathédrales européennes. Ça n'a pas d'ailleurs été compris comme ça. Beaucoup d'hommes, beaucoup de catholiques n'ont pas compris les choses ainsi. Et je pense, quand nous avons organisé un hommage public à Dominique Vénère quelques jours après son geste, eh bien, parmi les participants, et ce fut d'ailleurs le dernier à intervenir, lui-même y voit un certain symbole, l'abbé Guillaume de Tannouarn a fait partie des hommes qui ont rendu cet hommage, je crois, à juste titre. Remplacement, effacement, ressourcement. Mais très bien, mais alors, ressourcement, comment? Quels sont vos moyens d'action? Nos moyens d'action, tout ce qu'on fait, je crois que dans la vie, on est responsable de ce qu'on fait. Ce qu'on fait n'est jamais et rarement à la hauteur de la situation, mais ce qu'on fait est un élément qui permet d'avancer. Alors, nous avons toute une série d'actions. Nous essayons de rassembler, nous essayons de former,
de transmettre, de communiquer, de réenchanter aussi, et d'essaimer. Alors je vais préciser chacun de ces points. Quel serait le point le plus important? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Bon, alors donc non, il n'y en a pas un. Peut-être que le point le plus important, enfin celui qui était le plus important, notamment dans l'esprit de Dominique Vénère, c'était la formation. Mais je crois qu'on peut dire quand même l'ensemble. Alors rassemblés, nous organisons chaque année un colloque annuel, à la fois où il y a des interventions de haut niveau sur des sujets très divers. Nous venons de traiter la nature comme socle, l'écologie à l'endroit, la semaine dernière, devant un public très nombreux, dans une très belle salle, qui est la salle de la Maison de la Chimie à Paris, à côté, belle salle Art déco, à côté de l'Assemblée nationale. Et nous organisons à cette occasion ce qu'on appelle un opéra européen, puisque à côté des conférences, qui sont souvent assez exigeantes, il y a aussi des vidéos, il y a un souci esthétique, et puis il y a toute une partie conviviale, puisque les gens se retrouvent. Et c'est un grand rendez-vous annuel que nous avons maintenu cette année, parce que nous estimons que le Covid ou les affaires sanitaires ne doivent pas conduire à arrêter les activités. Nous avions un colloque qui était prévu le 21 avril à Paris, là, évidemment, étant donné qu'on était en confinement absolu, c'était impossible. Nous l'avons reporté, nous l'avons tenu la semaine dernière. Et si ça avait été à nouveau interdit, alors nous l'aurions tenu de manière numérique, parce qu'il nous paraît essentiel de résister à l'adversité. Et vous accueillez combien de personnes, là? Alors, je dirais qu'en temps normal, nous accueillons 1200 personnes, ce qui est quand même une salle assez importante. Et cette année, moins, puisque la jauge de la salle avait été réduite par 2 et on a eu quelques petites difficultés. Je peux vous raconter une anecdote. On a eu un petit conflit, heureusement, qui s'est réglé avec la direction de la salle qui avait bloqué les entrées. Et donc, comme je suis de tempérament un peu sanguin, je suis sorti et j'ai vu dans la foule quelques familles avec enfants, quelques femmes enceintes, parce que nous avons un public très jeune, et cette année particulièrement. Et donc, j'ai pris sur moi de forcer le barrage et de faire rentrer les familles et les femmes enceintes. J'ai eu un incident avec le directeur et je lui ai dit, mais écoutez, j'ai fait rentrer les femmes enceintes, c'est quand même l'avenir, hein. Et il m'a répondu, les femmes enceintes, on s'en fout. Voilà. Bon. Voilà. Alors, ça appelle aussi quand même à réfléchir un peu sur certains abus de la dictature sanitaire qui ne doivent pas se conduire à sacrifier l'avenir au passé. Pardon pour cette digression. Donc, nous étions moins nombreux cette année, mais avec beaucoup de gens jeunes, beaucoup de familles aussi, parce que nous organisons une halte garderie. Enfin, il y a un côté communautaire. Voilà. C'est une réunion de la communauté européenne, mais pas au sens de la CE. Hein. Voilà. C'est une réunion communautaire entre Européens à Paris. Bon, ça, c'est ce que vous appelez rassembler. Rassembler. Former. Former, c'est le cœur de notre métier. Et donc, nous organisons des sessions de formation pour 25 personnes, disons entre 20 et 35 ans, sur 5 week-ends. Et donc, c'est une formation assez exigeante, puisque on traite des sujets de philosophie politique, on traite de géopolitique, on traite de toute l'histoire européenne. Oui, on arrive à traiter l'essentiel de l'histoire européenne en un week-end, mais on va à l'essentiel.
et on exige des stagiaires des travaux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se contenter d'écouter, ils doivent produire des travaux. Et nous avons même mis la barre un peu plus haut, puisque maintenant, nous voulons des travaux publiables. Alors, des travaux publiables, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un écrit, ça peut être un texte, ça peut être ce qu'on appelle un itinéraire européen, ça peut être une œuvre d'art. Ça peut être une vidéo ? Ça peut être une vidéo, il y en a quelques-unes qui ont été faites à l'occasion du colloque. Enfin, on utilise évidemment les différents moyens. Ou une bande dessinée ou... Une bande dessinée, pourquoi pas, oui. Oui, tout à fait, c'est très ouvert. En fait, il s'agit que les gens, nos stagiaires, nos auditeurs, réalisent un travail pour lequel ils sont faits. Bon, on a aussi on a eu une très belle création de mode avec un foulard. Donc voilà, il faut valoriser les talents des gens et qui mettent leurs talents particuliers au service d'une vision dans la lignée de l'héritage et de la civilisation européenne. On va mener une deuxième opération de formation plus courte en direction des 18-21 ans. Où là, on va taper très vite dans le dur, hein, c'est-à-dire les fondamentaux de la civilisation européenne, ce qui nous différencie d'autres civilisations qui ont tendance à nous envahir, et aussi une formation sur les comportements humains à avoir, la tenue à avoir. Ça, c'est la deuxième chose. Je fais une petite parenthèse. Il y a dans la situation actuelle, en France, en Europe, beaucoup de raisons d'être pessimiste. Il y a deux raisons d'être optimiste. Je vais en citer une, je citerai éventuellement la deuxième plus tard, même si elle est paradoxale. C'est qu'on voit, en tout cas en France, un appétit considérable de formation de la part des jeunes générations, qui se rendent compte qu'ils ont été sacrifiés par l'éducation nationale et qui ont un besoin de formation. Et au cours de l'été, vous avez eu une formation avec les jeunes de génération identitaire, les formations d'Academia Christiania, vous avez les formations de l'Institut de formation politique, vous avez les formations de l'ICEP, l'école de Marion Maréchal, vous avez les formations d'Iliade, et ça, je crois que c'est un élément positif parce que ça finit par brasser beaucoup de monde. Qui apprennent chacun des choses un peu différentes. À l'Institut de formation politique, on apprend des choses plus pratiques. À l'Iliade, on apprend des choses plus fondamentales. Mais tout ça se complète. Et ça veut dire qu'il est en train de se former une génération qui, le jour où elle accédera quand même, du moins on peut l'espérer, ou qu'elle s'approchera du pouvoir, aura des axes et des capacités tout à fait positives. En 6 ans, vous en avez formé combien ? En 6 ans, à peu près 200. Et qu'est-ce qui deviennent ensuite ? Alors, qu'est-ce qui viennent après ? Eh bien, nous les suivons beaucoup continuent d'être utiles à la cause générale, soit par leur activité professionnelle dans des assemblées parlementaires, soit auprès de maires, d'élus locaux, soit en créant des entreprises, des petites entreprises qui permettent de développer des productions tout à fait intéressantes, notamment dans le domaine de la vidéo, soit en travaillant comme journaliste. Et donc il y a un suivi que nous allons encore renforcer pour que notre réseau d'auditeurs continue d'être actif et ne se disperse pas en attendant l'âge de la retraite. Bon, donc ça c'est rassemblé, formé. Ensuite, transmettre. Alors transmettre, nous avons développé une activité d'édition. D'abord avec Pierre-Guillaume Deroux et maintenant en partenariat avec la Nouvelle Librairie qui s'est créée à Paris, qui a créé une maison d'édition. Et donc nous publions des ouvrages de fond. Alors il y a plusieurs, il y a les livres collectifs, ce que nous sommes,
ce que nous voulons, qui permet de préciser les positions, la doctrine en quelque sorte de l'Iliade. Il y a aussi un livre très intéressant que je vous recommande, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. C'est un livre plutôt de format, enfin qui s'adresse plutôt aux juristes ou à ceux qui s'intéressent au droit. Plutôt aux juristes, mais je salue d'ailleurs l'auteur de ce livre, qui est un avocat d'affaires, qui l'a signé, qui l'a assumé, qui est fait face à une campagne de diabolisation, bien entendu, mais qui a parfaitement résisté et qui publie un livre tout à fait fondamental, parce qu'il est évident qu'un des éléments de notre disparition, c'est les lois dites antidiscriminatoires, c'est les lois antiracistes, dont la matrice, je vais faire un peu de cocorico, la matrice est française, 1972 la loi Pleven, mais c'est maintenant étendu à l'ensemble des pays européens. Voilà. Et puis il y a maintenant aussi des éditions jeunesse, de façon à ce qu'il y ait la possibilité aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants, d'avoir des livres avec un contenu intéressant et une esthétique aussi intéressante. Car si vous regardez les livres qui sont mis à disposition des jeunes par beaucoup de maisons d'édition, c'est pas toujours satisfaisant, ni sur le fond. C'est du genre Jérôme a deux papas ou voilà, enfin j'en passe, et peut-être encore plus grave sur l'esthétique. Ces livres sont en vente à la sortie, enfin au moins une partie d'entre eux. Donc ça c'était. Et puis j'ai encore oublié. Oui. Et on développe maintenant une petite collection format Que sais-je. Le format Que sais-je a été une collection très très réputée en France, qui a disparu, quasiment disparu. Et maintenant nous développons toute une série d'ouvrages sur dans ce format Que sais-je, et qui sont finalement très pratiques. J'en citerai un, mais il y en a d'autres. Il y en a un sur l'économie médiévale, il y en a un autre sur Al-Andalus, où Philippe Conrad démonte tous les mensonges qu'on nous raconte sur le soi-disant paradis terrestre de l'Espagne sous domination musulmane entre 711 et 1492. Ça, c'était transmettre, communiquer. Et communiquer, nous avons évidemment un site internet où il y a énormément de textes, énormément de vidéos, et puis bien sûr, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, puisque nous avons ces outils, nous les utilisons au maximum. Là aussi, le site internet, vous pouvez aller le voir, Institut Iliade, l'esthétique est importante. C'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, c'est pas simplement du discours intellectuel, il doit toujours y avoir une certaine forme d'esthétique européenne derrière. C'est ce que vous appelez réenchanter ou c'est un peu différent? Alors réenchanter, oui, un peu. C'est une activité nouvelle, développée notamment par Romain Petitjean là qui est derrière, et qui consiste à organiser des expositions artistiques. Et nous avons, au mois de novembre dernier, je crois, organisé une exposition avec un certain nombre d'œuvres qui avaient été produites pour des réunions d'Iliade, mais aussi où sont venus d'autres artistes plus en vue. Et nous avons fait cette exposition dans la rue Mazarine à Paris, qui est une des plus belles rues pour les expositions, dans le 6e arrondissement. Ce qui est quand même intéressant. Tiens, ça me fait une deuxième raison d'optimisme. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le but, évidemment, n'était pas commercial, mais le chiffre d'affaires de notre exposition a été supérieur au chiffre d'affaires des expositions d'art contemporain ou contemporain qui étaient à côté. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est la logique, on reprend pied sur le terrain des autres. C'est la logique de la nouvelle librairie à Paris qui s'est installée au cœur du quartier latin
en face du Luxembourg. Et c'est la logique de notre exposition qui a aussi été au cœur du pari culturel. Donc nous reprenons le terrain à l'ennemi. Nous allons avoir une autre exposition, il y en a une autre qui est prévue pour 2021, et cette année, il y en aura une qui sera une exposition de photos sur le thème la nature comme socle. Donc c'est la volonté aussi de reprendre le terrain dans le domaine esthétique. Et évidemment, après ça rayonne parce que nos expositions, elles se promènent, elles sont vues et elles inspirent ensuite un certain nombre d'acteurs, ou en tout cas elles ont vocation à inspirer un certain nombre d'acteurs, par exemple des élus qui pourraient s'en inspirer dans leur politique culturelle. Et le dernier terme, c'était essaimer. Essaimer, oui, nous allons mettre en place un incubateur de projets, c'est-à-dire aider ceux de nos auditeurs qui veulent développer des projets, soit des projets, oui, d'entreprise, mais ça peut être des entreprises au sens économique, ou ça peut être des entreprises au sens associatif. Eh bien, nous voulons les aider à développer ces projets, puisqu'encore une fois, on a maintenant un potentiel d'auditeurs assez élevé. Ceux qui veulent prendre des initiatives, nous entendons les encourager. Il y a une initiative, par exemple, qu'on encourage actuellement, c'est la création de vidéos à destination de vidéos pédagogiques à destination des enfants pour leur apprendre l'histoire de leur pays et l'histoire de l'Europe. Très bien. Alors l'Iliade, ça paraît quand même très 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 franco-français. Alors pourquoi Hélas. Alors pourquoi vous venez embêter les Belges là, vous les Français? D'abord parce que les Belges sont nos voisins les plus proches, donc il y a quand même des liens très très anciens avec les Belges. Mais je dirais que la vocation de l'Iliade est d'être européenne. Le combat que nous menons, il est européen. Alors après, je suis bien conscient que idéalement, s'il y a l'équivalent de l'Iliade en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou en Italie, ce sera très différent parce que il faudra que les Allemands le mettent à la main de l'Allemagne et que les Italiens le mettent à la main de l'Italie, et s'il y a quelque chose en Belgique, faut le mettre à la main de la Belgique, voilà. Mais nous pensons que l'Iliade a une vocation européenne. On a déjà fait intervenir pas mal d'orateurs venus d'Espagne, venus d'Allemagne, venus d'Italie, peut-être venus du Portugal. Voilà, on a une vocation européenne. Nous, ce que nous défendons, c'est pas franco-français. Nous défendons la civilisation européenne, et c'est, je crois, ce que les Européens ont à défendre en commun. Moi, je suis très exaspéré par certains discours hyper souverainistes où on va estimer, en France, on voit ça, que le problème c'est la méchante Allemagne. Non, le problème c'est l'invasion migratoire. C'est pas la méchante Allemagne. Voilà. Quels sont vos... avant de vous poser la prochaine question, pour compléter ce que vous venez de dire là sur l'aspect européen de l'Iliade, dans toutes les formations, dans chaque promotion, systématiquement, il y a eu un étranger depuis le début, pour autant qu'il soit francophone, puisque les cours sont donnés en français. Donc il y a eu des Belges, et je sais que sur la prochaine promotion, il y aura un Italien. Bon. Et il y avait un Portugais dans la dernière. Formidable. Bon. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos rapports avec la politique en disant nous nous situons en amont de la politique. Est-ce que c'est pas un peu facile, ça, quand même, de dire je suis en amont, je suis dans les nuées, et puis je laisse les autres faire le sale boulot? Si je peux me permettre, il m'est arrivé de participer à ce que vous appelez le sale boulot.
qui n'est pas un sale boulot d'ailleurs, mais non, mais je crois qu'il y a un problème, je pense, dans beaucoup de pays européens, en tout cas il y a un problème en France, qui est d'avoir un discours politique qui est déconnecté de la réalité actuelle, qui consiste à radoter des vieilleries. En France, on parle en permanence. Vous êtes une monarchie, donc c'est différent. Mais en France, on parle en permanence de république, en l'assimilation républicaine. Tout ça sont des vieilles lunes totalement dépassées. Et on ne pose pas les problèmes en termes actuels. C'est-à-dire que les problèmes en termes actuels, pour moi, c'est l'invasion migratoire d'un côté, l'effacement de notre mémoire de l'autre, et c'est de construire un discours et une politique de civilisation, une politique de défense de civilisation. Et c'est ça. Et je pense que là, nous sommes en phase avec ce qui va devenir de plus en plus nécessaire. Merci à tous. Donc le prochain rendez-vous, probablement, le président ayant disparu, je prends sa place, après qu'il ait pris la mienne. Donc le prochain rendez-vous, c'est avec Philippe de Villiers, à une date que nous vous fixerons dès que nous la connaîtrons, à propos de son livre sur les Gaulois réfractaires, qui a fait un petit succès de librairie. Et puis donc je vous rappelle que les auteurs ici présents, parce qu'ils sont aussi auteurs avant d'être orateurs, ont quelques livres à vous dédicacer si vous le souhaitez. Et ils sont à la sortie, vous pourrez les acquérir et les faire signer par leurs auteurs. Voilà. Et donc à la prochaine fois. Malheureusement, comme vous le savez, les règles du Covid-19, les règles sanitaires nous interdisent d'organiser le petit pot qu'on avait l'habitude d'organiser à l'issue de la réunion. Bien entendu, ça ne vous empêche pas de vous parler, mais ça interdit de faire des rassemblements importants, un verre à la main. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus écouter nos amis.